RCF. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au presbytère de Commercy pour une émission spéciale durant laquelle vous entendrez parler de pensée sociale de l'Église et d'économie du bien commun. Alors pourquoi sommes-nous à Commercy ? Tout simplement parce que nous étions juste avant, à quelques kilomètres, sur un chantier dans la commune de Vigneaux avec l'entreprise Degano Hush, une entreprise pas comme les autres et qui nous plaît bien sur RCF. On va tout vous expliquer. Je suis avec deux membres de l'équipe de RCF Lorraine-Meuse. Bonjour Pierre-Yves Gérard. Bonjour. Et bonjour Emmanuel Soufflet. Bonjour Nicolas. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. Il y a quelques mois, RCF Lorraine-Meuse se lançait dans un beau projet, partir à la rencontre des entreprises vertueuses. Et précisément, l'entreprise Degano est, selon vous, une entreprise vertueuse. C'est pour cela que nous sommes allés à leur rencontre et que nous avons fait un reportage ensemble. Mais vous allez prendre le temps déjà de nous expliquer pourquoi vous êtes dit à un moment, il faut absolument qu'on aille sur ce terrain-là et qu'on parle des entreprises vertueuses sur RCF. Qui veut prendre la parole ? Emmanuel ? Eh bien, je peux la prendre, oui. En fait, tout simplement, j'ai, dans mon expérience, passé quelques années avec des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est d'ailleurs là aussi que j'ai rencontré le Père Yves, qui avait une beaucoup plus grande expérience que moi de ce mouvement. Et la colonne vertébrale des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est cette pensée sociale chrétienne qui est organisée autour de principes, on en reparlera pendant l'émission. Et cette pensée sociale chrétienne a vocation à... C'est un peu l'inspiration que des gens d'entreprise peuvent tirer pour réfléchir à la façon dont on œuvre, dont on vit en entreprise tout simplement. Alors on en a souvent parlé aux EDC, bien sûr, mais on n'en a pas forcément toujours vu beaucoup d'applications. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, effectivement, d'aller à la rencontre des entreprises et de pouvoir, j'ai envie de dire, les lire, les comprendre à travers le filtre de la pensée sociale chrétienne. Alors ici à la radio, on a justement l'occasion de le faire. On a proposé ce projet à nos mécènes qui nous ont suivis, et donc on est content de pouvoir réaliser ce premier enregistrement. J'espère qu'il y en aura plein d'autres, et c'est l'occasion en fait de montrer des belles entreprises du diocèse de Verdun, du département de la Meuse. Et puis la plupart de ces entreprises, elles ont souvent besoin d'être connues, mieux connues, parce qu'elles ont besoin d'embaucher, elles ont besoin de se faire connaître. Et on espère à travers ça, d'une part, leur augmenter leur notoriété, mais aussi mieux faire connaître la pensée sociale chrétienne. Et je pense que tout un chacun peut entendre aussi ces propos, puisqu'en fait, il s'agit de bien commun, il s'agit de fraternité, d'une manière générale. Donc on en a bien besoin, ce sont des entreprises précisément qui font du bien. J'ai une autre question à ce sujet. Est-ce que des entreprises vertueuses, il y en a selon vous plus qu'on ne croit, ou bien ce sont des perles rares ? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, et déjà, si elles existent, c'est quelque part, elles apportent quelque chose. Par contre, on ne sait pas toujours, effectivement, on n'a pas forcément toujours pris le temps de cette relecture du projet, de la mission de chacune des entreprises. Pierre-Yves Gérard, vous avez fait la promotion de ce projet il y a quelques mois lors d'une soirée Génération Y croire, et vous aviez à cœur, on le sentait, de présenter ce projet. Pour quelles raisons ? Eh bien parce que, comme il vient d'être dit, la pensée sociale de l'Église, d'abord, c'est pas très, j'allais presque dire, c'est pas très sexy, c'est pas facile à cerner. Et puis il y a eu plusieurs appellations. On a parlé de doctrine sociale de l'Église et ça faisait peur aux gens. Maintenant, on parle de pensée sociale chrétienne et c'est un petit peu autre chose. Et puis, nous avions l'occasion, lors de cette soirée de Génération Y croire, de donner un contenu, j'allais dire, simple, schématique d'une certaine manière, mais sans être réducteur, de 6 grands principes de cette économie inspirée par la doctrine sociale chrétienne, ou par la pensée sociale chrétienne. Et peut-être il faut dire tout de suite un peu ces 6... oui, quels sont ces 6 grands principes ? Oui, ces 6 grands principes. Alors, c'est le principe fondamental, c'est la dignité humaine. Moi, je dirais que c'est le principe qui est de l'ordre du fondement. Il y a l'englobant, un deuxième principe qui englobe tout et qui est de l'ordre un peu des fins, c'est-à-dire
vers quoi nous allons, à quoi l'humanité est promise. Elle est promise à un partage du bien commun et du plus grand de tous les biens communs, c'est-à-dire non seulement de la création, mais de Dieu lui-même et des fins dernières des personnes, c'est-à-dire l'au-delà de cette vie. C'est le deuxième. Le troisième aspect de ce principe, c'est la destination universelle des biens. Alors, ça fait un peu barbare comme terme. C'est tout simple, en fait. C'est de dire la création, elle est à la disposition de tout homme et de tous les hommes. Je dirais que c'est de l'ordre, pour moi, c'est un principe qui est de l'ordre de la vocation. Tout homme a vocation à avoir accès à l'universalité des biens, aux biens communs, ou à ce qu'on appelle aujourd'hui les communs. Le quatrième principe, c'est la solidarité. C'est la solidarité, on est plutôt dans l'ordre des vertus. C'est-à-dire, il faut que les hommes se sentent appartenant à la même humanité et soient capables de mettre en avant l'entraide, l'équité, le traitement positif des différences. Jusqu'à présent, il est très difficile de ne pas être d'accord avec tous ces points, parce que ça semble... C'est bon pour tout le monde. Comment ne pas être d'accord ? Oui, c'est certain. Mais la pensée sociale chrétienne n'est pas d'abord une profession de foi. C'est plutôt la mise en musique, si j'ose dire, ou la mise en œuvre de ce que dit l'Évangile, sans le nommer, de ce que dit le message chrétien, de ce que dit même l'Ancien Testament, de ce que dit la tradition de l'Église à travers les pères de l'Église, les saints, et aujourd'hui, le travail des économistes, des politologues, précisément pour le bien commun, pour que cette humanité, elle ne laisse pas de cadavres ou de fantômes sur le bord de la route. Donc on a évoqué 4 points, il en restait 2 ? Oui, il en restait 2. Alors il y a la subsidiarité, qui est un mot difficile. Penser subside. Subside, c'est-à-dire aide. C'est-à-dire que le plus puissant, le plus fort, le plus titré, le plus compétent s'efface ou se met en situation de retrait pour laisser à des gens plus modestes, à des niveaux moins élevés, la capacité de prendre leurs responsabilités et de les aider et de les accompagner dans cette responsabilité. Donc c'est quand on aide les autres à grandir. Exactement, c'est quand on aide les autres à grandir et c'est quand on suscite même leur créativité. Et le 6e point ? Et le 6e point, ce sera la solidarité. Alors la solidarité, c'est quand même lié à la comment on va dire ça, à la participation. Qui dit solidarité dit je dois penser participation de tout homme, c'est-à-dire la suscitation ou que tout homme soit responsable, que tout homme soit ait sa chance d'un point de vue démocratique, que tout homme ne soit pas prisonnier d'une bureaucratie étouffante, que tout homme soit aussi voit son avenir développé parce qu'il y aura de l'alternance. Donc, est une entreprise vertueuse, une entreprise qui suit ces 6 principes. Et précisément, nous sommes allés à la rencontre aujourd'hui de l'entreprise Degano que vous aviez repérée. En vous écoutant, justement, Pierre-Yves Gérard nous réexpliquer ces 6 principes, je voyais bien que ça colle bien avec l'entreprise Degano qu'on va présenter dans un instant. Mais peut-être, Emmanuel Soufflet, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez rencontré cette entreprise qui n'est vraiment pas comme les autres ?
Ah ben, oui. Eh bien, en fait, je n'ai pas lancé de cabinet de recherche. Tout simplement, au cours des émissions qu'on a l'occasion de faire en Meuse, je posais tout simplement la question de temps en temps autour de moi à des gens en leur disant mais écoutez, j'aimerais mettre en valeur certaines entreprises, des entreprises qui vous paraîtraient vertueuses sans présenter tous les principes. Et spontanément, plusieurs m'ont dit eh bien, vous devriez aller voir Degano. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris en contact avec eux. Et je suis allé les voir et j'ai fait une belle rencontre. Voilà. Avant qu'on les rencontre aujourd'hui, je les ai rencontrés plusieurs fois pour mieux les connaître. Et puis je pense qu'ils avaient besoin aussi de nous connaître aussi un petit peu pour entrer en confiance, parce que dans tout ce qu'on va dire là, il y a une part de leur intimité un petit peu. Et donc voilà, quand on est un maçon, on ne se dévoile pas aussi, j'ai envie de dire, rapidement, et c'est bien normal. Et on a passé déjà de bons moments avec eux. Donc oui, Degano est une belle entreprise et on va vous l'expliquer. Enfin, en tous les cas, je suis sûr que vous avez récupéré des matériaux pour nous le dire. Bon, on peut les remercier effectivement déjà d'avoir accepté de nous recevoir. Donc nous étions sur un chantier, un chantier de terrasse, donc dans une maison de particulier, dans la commune de Vigneault. On a rencontré Angelo, le chef d'équipe, qui fait partie de la fratrie, donc de cette entreprise qui est familiale. De ce que j'ai compris, il y a 6 frères ou cousins donc dans cette entreprise, ou plusieurs frères, oui, des cousins et le papa. Il y a une quinzaine de salariés. Et une quinzaine de salariés au total. Voilà. Et donc Angelo, c'est le chef d'équipe. À ses côtés, il y avait Giovanni et Dylan, donc 2 salariés de l'entreprise. On a également rencontré Domenico. Domenico, c'est le client, c'est le propriétaire de cette maison. Donc on a eu de beaux échanges. Ce fut vraiment un bon moment. J'ai envie de vous demander, Pierre-Yves Gérard, pour commencer, tout simplement, votre impression, ce que vous avez ressenti en étant présent durant toute une matinée sur ce chantier de la famille Degano. Eh bien, ce qui me frappe d'abord, c'est il parle de frères, mais il parle de frères à 2 sens du terme. Il parle de frères au sens charnel, ils sont 5 frères, plus un cousin, mais il parle aussi de leurs salariés, puisqu'ils sont 7 et 8 salariés, 7 de la famille et 8 salariés. Il parle de 8 salariés aussi comme des frères, sinon de manière accomplie, au moins en devenir, mais non plus sur le plan charnel, bien évidemment, mais sur le plan spirituel. Et on est devant un groupe qui partagent un idéal. Ils viennent d'horizons différents, ou au moins de 2 gros horizons différents, et ils finissent par échanger en profondeur. Et c'est la première chose qui me frappe. Et la deuxième chose qui me frappe, peut-être, c'est qu'ils parlent souvent en termes de conversion. Ils ont vécu une conversion. Ils viennent du catholicisme, ou ils viennent de familles sans foi, sans détermination religieuse particulière, et il se passe quelque chose. Soit entre eux, soit il s'est passé quelque chose avant, et puis ça rejaillit, et puis il y a comme des répliques dans leur vie, et puis ils approfondissent cette conversion. Une précision importante peut-être, Angelo, ses frères, leur père, ils ne sont pas catholiques. Effectivement, ils viennent souvent d'un milieu catholique, mais aujourd'hui, ils sont ce qu'on va appeler, ils sont dans la constellation évangélique. Bon, pour nos auditeurs, on peut dire que la constellation évangélique, c'est du renouveau charismatique, c'est du pentecôtisme, c'est des gens qui viennent du protestantisme, anglais ou américain ou écossais. Enfin, c'est très, très varié. En tout cas, des personnes qui parlent très volontiers de leur foi. Voilà. Alors, effectivement, c'est une chose qui est frappante dans les partages que nous avons eus. Ils n'ont pas, j'allais dire, de respect humain ou de timidité ou de sentiment qu'on touche à un tabou ou à une vie privée dont on ne parle qu'avec réticence ou pas du tout. Au contraire, ils émaillent même souvent leurs interventions, leur manière de parler, ils disent, ils sont guidés par la providence, ils sont guidés par le Seigneur, ils font confiance à l'évolution de la chose lorsqu'ils traversent des moments difficiles, le Seigneur pourvoira. Il y a quelque chose de...
on sent qu'ils vivent dans un milieu, dans un milieu mental, dans un milieu spirituel, dans un climat spirituel tout à fait à l'aise et prêt à être partagé. Et vous n'avez pas trouvé aussi qu'Angelo, donc le chef d'équipe, dégageait quelque chose de particulier? On sent en confiance face à lui. Oui, on se sent en confiance. Moi, j'en parlais, je ne sais plus à qui, peut-être à Emmanuel. C'est un homme, quand on regarde ses yeux, quand on voit ses yeux, on sait qu'on a affaire la bonté. À une belle personne. Hein. Et je suis frappé de la manière dont les autres en parlent comme d'une référence, quoi, dans le métier. On va reprendre différents points. Vous évoquiez les 6 principes tout à l'heure, mais on a un autre outil aussi dont on peut se servir. Donc c'est la boussole de l'économie du bien commun. Emmanuel, un mot peut-être sur cette boussole? Oui, alors cette boussole, on la doit à la fondation des EDC qui nous l'a prestée pour l'occasion. C'est une grille qui en fait permet j'ai envie de dire, de valoriser des initiatives qui sont prises en entreprise. La fondation du bien commun, la fondation des EDC pour le bien commun, a la vocation à distribuer des prix, à reconnaître des belles pratiques en entreprise, et ils utilisent cette grille effectivement pour, j'ai envie de dire, en anglais on dirait faire du rating, donc de faire une espèce de cotation, de classement pour classer les entreprises et leur reconnaître leur caractère propre. Alors on a la chance d'avoir cette grille, et c'est vrai que c'est bien pratique quand même quand on est sur le terrain, d'avoir ces quelques questions qui nous permettent non pas de faire un audit en tant que tel, mais de voir des directions dans lesquelles on peut mener une investigation. Alors, je vois œuvrer à la dignité de l'homme et avec un principe très fort: l'entreprise réserve une place spéciale aux plus fragiles. J'ai envie qu'on s'attarde sur ce point parce que quand on a pu entendre les témoignages des salariés ce matin, j'y ai pensé justement, que ce soit dans le parcours de Giovanni ou le parcours de Dylan, 2 parcours extrêmement différents. Mais d'une certaine manière, l'un comme l'autre ont eu besoin à un moment qu'on leur tende la main, et c'est ce qu'a fait l'entreprise des Gano. On peut y revenir peut-être sur le parcours de Giovanni qui est très touchant, qui est incroyable. Il a quitté la Sicile, oui. Il habitait à Palerme, oui. Il est arrivé jusqu'en France, oui. Et il a fait différents petits boulots, je crois, me semble-t-il, avant de rencontrer donc la famille des Gano. Oui, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de Providence, parce que lui-même dit combien, devant un avenir plus ou moins bouché, difficile, voire impossible à réaliser, les choses se sont aplanies et les opportunités sont venues. Et lui, il les attribue très particulièrement au Seigneur, quoi. Il est arrivé il y a 3 ans en France, il ne parlait pratiquement pas un mot de français, oui. je crois. Bon, il a pu apprendre un peu avant de rencontrer la famille des Gano, mais surtout, quand il est arrivé dans l'entreprise, la maçonnerie, il n'y connaissait absolument rien. Oui. Et pour autant, la famille des Gano lui a dit, bon, allez, on y va. Oui. Alors, voilà, c'est aussi, je pense, une caractéristique de cette entreprise qui, quand on leur a demandé sur quels critères vous basez-vous pour recruter, ils ont simplement dit il n'y a pas vraiment de critères. Disons la motivation. Hein, si le métier vous plaît, vous essayez, et si vous voulez rester, vous restez. Alors pour vous parler de Giovanni, Giovanni il a commencé à Palerme, il a commencé comme boulanger, il a une formation de boulanger, et puis à partir de là, il a voulu se mettre un peu à son compte, et il a acheté un food truck, comme on dit aujourd'hui. Et puis, manque de chance, au moment où il a acheté ce food truck, et pour commencer, est arrivé le Covid, qui a ruiné complètement le projet. Hein. Et puis de là, il a voulu revendre son food truck, et il a trouvé un acquéreur. Du côté de Vittel, je crois ? Oui, du côté de Vittel. Rien ne laissait prévoir. Il n'avait même pas, j'allais dire, les moyens d'acheminer le food truck à travers toute la France jusqu'à Vittel, à travers toute l'Italie d'abord. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable et d'inattendu. Mais moi, j'ai envie de dire, et je pense qu'il le vit comme ça,
Dieu est le maître de l'impossible et de l'inattendu. Voilà, donc chrétien, Giovanni, donc il rencontre les membres de l'entreprise Degano et il se retrouve autour de ça, il lui laisse sa chance et ça fonctionne très bien. Il est toujours là, il a appris le métier, il est épanoui. Autre parcours totalement différent, Dylan, lui n'est pas chrétien, il sait que Dieu existe et c'est ce qu'il nous a dit, mais voilà, il vient d'une famille où on ne parle pas de Dieu et on sent que pour lui c'est encore un peu compliqué. En revanche, eh bien, il se sent très bien là aussi, on l'a accueilli à bras ouverts. Lui a plus d'expertise dans le domaine de la maçonnerie à la base. Oui, il est à sa 3e entreprise ou 4e entreprise, je ne sais plus très bien. Et on sent aussi quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus tendu. Il n'a pas la jovialité ni la rondeur du Méditerranéen, de la Sicile, ni de l'Italie du Sud. Il est plus tendu. Mais il se sent apaisé, dit-il maintenant. Alors justement, et c'est le gros point, c'est que le fait d'avoir intégrer l'entreprise Degano. Alors il a dit 2 choses là-dessus. Il a dit c'est pas comme les autres entreprises. Je me suis senti bien tout de suite. Je ne dis pas. Il a été délicat. Il a dit il y a de bonnes choses dans d'autres entreprises. Mais là j'ai senti quelque chose de tout à fait autre et ça m'a apaisé. Et moi, j'ai entendu derrière ce terme, ça m'a apaisé, j'ai entendu que ce garçon a dû lutter avec sa propre violence. Je sens que ce garçon, on dirait, il a un côté pet sec, il a un côté très énergique, et puis rapide, électrique. Et il a dit combien travailler dans l'entreprise Degano a mis de la paix dans sa vie. Et ça, je trouve que c'est très important parce que sur le plan spirituel, sur le plan chrétien, la paix, c'est un bien messianique par excellence. Donc voici une entreprise où on œuvre clairement à la dignité de l'homme. Vous vouliez ajouter un point, Emmanuel ? Oui, vous avez insisté beaucoup depuis le début de l'enregistrement sur le caractère évangélique, la foi qui prend une grande place chez Angelo et chez cet autre salarié Giovanni. Mais c'est bien, je suis très content que vous insistiez un peu sur Dylan parce que pour moi ça montre l'ouverture de l'entreprise. Être évangélique, c'est pas un critère pour travailler chez Degano. On accueille tout le monde. Et évidemment, les évangéliques s'y sentent peut-être un peu plus en famille parce qu'il y a ce lien en plus. Mais j'ai pas l'impression qu'entre les salariés il y a une hiérarchie parce qu'on est évangélique ou on ne l'est pas. Et c'est effectivement cette dimension de fraternité qui est évoquée par le Père Yves au début de l'émission, je crois, qui est un petit peu l'élément, le liant. On arrive à bien fonctionner dans cette entreprise si on veut entrer dans ce lien de fraternité. Et je trouve que c'est un beau projet pour l'entreprise, en tous les cas, pour sa dimension sociale. Je reviens sur cette boussole de l'économie du bien commun que j'ai sous les yeux. On a évoqué œuvrer la dignité de l'homme. On va peut-être revenir un peu plus en détail sur créer les conditions de la solidarité dans l'entreprise. Parce que là, c'est quelque chose qui est très fort. Là aussi, on le sent. Alors, il y a bien sûr ce qu'on a vécu, nous, durant notre visite de ce chantier, mais j'ai aussi en tête la première rencontre, Emmanuel, que vous aviez pu faire. Oui. Alors, il y avait Angelo, il y avait peut-être aussi son père. Oui, il y avait Guillaume, le chef d'entreprise. Oui. Parce que je me souviens d'un passage très fort où on évoque un conflit entre salariés. Et la manière dont ce conflit a été réglé, j'y vois aussi une forme de solidarité, de soutien qui est très présente dans cette manière de faire. Oui, alors en fait, effectivement, dans cette équipe, toutes les équipes, il y a un chef d'équipe. Donc là, vous aviez affaire à Angelo ce matin et deux salariés. Et effectivement, ce chef d'entreprise, il joue un petit peu comme le rôle d'un référentiel, c'est-à-dire qu'il n'est pas intégré aux équipes, mais il fait partie du fonctionnement de l'entreprise et il fait un peu partie de l'équilibre général dans l'entreprise. Est-ce qu'on n'a pas employé d'ailleurs l'expression assistant social à un moment dans l'entretien ? Alors oui, on l'avait utilisé, mais on l'avait utilisé pour Angelo. Pour Angelo, okay. Parce qu'effectivement, au quotidien, lorsqu'il y a des difficultés chez les salariés, il a un petit peu cette casquette effectivement d'assistant social. C'est pas le rôle qu'il joue,
mais effectivement, il y a un petit caractère assistant social dans ce qu'il fait. Par contre, le papa, effectivement, il peut avoir à intervenir dans certains cas sur des questions de médiation. Effectivement, il nous avait partagé qu'un jour, il y avait eu un conflit assez fort entre 2 salariés, pas dans le cadre de l'entreprise, mais en dehors. Et lui, il avait estimé que c'était dans son rôle, en fait, de rapprocher les 2 salariés, ou en tous les cas, leur proposer de s'expliquer et d'aplanir leurs différends. Je ne dis pas qu'il leur a imposé la paix, mais il leur a proposé de faire la paix. Et je crois que ça a pu se faire parce que sûrement il le voulait. Et j'avais trouvé ça effectivement assez fort de pouvoir vivre en entreprise une démarche de pardon, en l'occurrence, pour dire les choses clairement, entre 2 salariés qui à un moment étaient venus aux mains. Et l'entreprise a permis comme peut-être dans ce que vit un petit peu Dylan, d'apaiser la tension qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'entreprise ou chacun à l'intérieur de lui-même. Et c'est effectivement, quelque part, l'entreprise a créé des conditions, je dirais, d'un apaisement, d'un épanouissement aussi. Ouais, c'est assez admirable, ce qui se vit dans cette entreprise. On continue avec un 3e point de cette boussole de l'économie du bien commun, développer l'universalité des biens. Alors, par exemple, le projet de l'entreprise comporte plusieurs marqueurs de l'économie du bien commun. Ça fait partie de ce développement de l'universalité des biens, servir l'homme, dépasser le simple profit. Alors, dépasser le simple profit, je pense qu'on l'a ressenti, Pierre-Yves Gérard, encore ce matin dans nos échanges, notamment avec Angelo. On sent il avait un souci du client, vraiment, qui était très fort. Il nous l'a dit. Pour nous, voilà un chantier, ça va être quelques milliers d'euros. Bon, c'est pas grand-chose, quelques milliers d'euros pour nous, mais attention, pour notre client, des fois, c'est des économies de plusieurs années, de 10 ans, de 15 ans, et c'est toute leur vie, en fait. Oui. Avoir ça en tête, j'ai trouvé ça vraiment très fort. Oui, ça montre... il n'est pas du tout affairiste, quoi. Il est vraiment dans la relation client-prestataire, et il est dans le respect. Je trouve qu'il est beaucoup dans le respect, c'est-à-dire... il se met à la place de ce client qui compte, qui n'a pas forcément un gros budget, qui a peut-être mis 15-20 ans pour capitaliser ce pouvoir d'achat. Il se lance dans de gros travaux et Angelo dit nous on arrive, on va bosser 15 jours, 3 semaines et puis c'est fini. Et lui, il est très sensible à ces 2 temporalités complètement différentes. Et il dit, finalement, nous, on a 15 jours, 3 semaines, on ne doit quand même pas se louper. Il ne faut pas se louper et il ne faut pas louper le client. Je trouve que c'est très important. Et moi, j'ai beaucoup senti chez lui du respect. Et... il marche à la force de proposition. Il n'impose pas. Il propose. Il n'est pas dans le prosélytisme, même sur le plan religieux, où pourtant, dans tout ce qu'il dit, le message chrétien affleure, mais sous forme de proposition. Et à plusieurs reprises, on lui a demandé, mais ça vous gonfle pas un peu, là, que tous les 5 minutes, on vous parle de Jésus et tout ça? Non, ça n'est pas perçu comme une espèce de prosélytisme un peu harcelant, mais comme une proposition et du respect. Moi, j'ai beaucoup apprécié. On a eu un bel échange avec le client Domenico aussi, qui nous a bien parlé effectivement de ce dialogue permanent. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais voilà, il y a des choix qui sont au jour le jour. Et puis, ils en discutent et ça fait réfléchir le client qui revient en disant « Oui, effectivement, vous avez raison, on va plutôt faire ça. » Et là, il n'est pas question d'argent, mais il est question de faire au mieux en fait, pour le client. Emmanuel. Ouais, peut-être une précision aussi. Moi, j'ai observé, j'étais avec vous au début de la visite, Angelo, en fait, il n'est pas que sur le chantier lui-même. D'abord, si ce chantier il a eu lieu, c'est parce que Angelo a commencé par avoir un client juste dans la maison d'en face. Et donc, il est intervenu un peu sur la réputation. Le client est passé commande sur la base de la réputation et de ce qu'il avait vu chez son voisin. Et donc, Angelo est allé voir aussi son précédent client et puis discuter avec les autres. Alors, on pourrait voir ça sous l'angle purement commercial, mais moi, j'ai senti autre chose. J'ai senti plutôt son envie de dire, on mène un chantier dans le quartier, on va peut-être faire un peu de bruit, peut-être un peu désagréable
agrément, mais quelque part d'expliquer, de parler, de prendre le temps, d'accueillir les gens, d'attendre leurs demandes, etc. Bien sûr, d'être à leur service s'ils ont d'autres chantiers à faire, mais voilà, le souci aussi que ce chantier, il s'intègre dans un quartier. Il n'est pas simplement chez une personne et il s'occupe de cette personne, point, mais une approche finalement assez large de leur intervention. On en arrive au tout dernier point de notre boussole de l'économie du bien commun, pratiquer, promouvoir la subsidiarité et la participation. Subsidiarité, vous en avez parlé tout à l'heure, Pierre-Yves Gérard. Vous l'avez ressenti, vous ressentiez qu'elle était présente dans cette entreprise, dans le cadre, c'est peut-être un peu compliqué dans le cadre juste de quelques heures passées sur un chantier, de ressentir ça. Oui, alors je ne peux pas dire que, que la subsidiarité se monnaie ou se négocie à travers des structures particulières, mais je lis dans cette boussole que chaque employé est en situation de prendre des décisions et des initiatives. Et j'apprécie beaucoup cette affaire parce que, et vous en avez parlé tout à l'heure, chacun n'arrive pas avec son plan établi, figé, et prêt à être imposé et exécuté. Il y a un dialogue, il y a un échange, il y a une manière de dire les choses ou de suggérer. Et puis, on sent bien que les uns comme les autres sont prêts à revoir leur position en fonction de ce qui est dit. Je trouve que, de ce qui est proposé par l'autre. Je trouve que c'est une belle manière de capaciter la créativité chez l'autre. Et moi, je trouve que c'est très important sur le plan de la subsidiarité, précisément. J'avais été un petit peu plus loin en y réfléchissant, mais ça nous emmènerait trop loin. Quand la subsidiarité est mal appliquée, mal comprise ou ignorée, hein, on crée des minorités ou des gens mis en minorité, dont la vie n'est pas demandée ou n'est pas suggérée et n'est pas valorisée. On crée des minorités. Quand on crée des minorités, on crée l'inverse, c'est-à-dire le wokisme. Hein. Et ça va très loin et on le voit bien à l'heure actuelle. Hein. C'est difficile. Donc je crois que la subsidiarité, c'est extrêmement important. Et si on ne peut pas la jouer, parce qu'on n'a pas les gens, parce qu'on n'a pas le dialogue pour ça. Et la pensée sociale de l'Église dit, bien sûr, il peut y avoir des suppléances, ou le plus puissant, ou le plus fort, ou le plus titré, ou le plus compétent, j'allais dire, mène la barque. Mais la suppléance doit toujours être exceptionnelle et temporaire. Très important en subsidiarité. En tout cas, on voit bien qu'avec cette entreprise d'Egano, on est pleinement dans les principes de la pensée sociale chrétienne. C'est assez admirable, une fois de plus. Alors, ça peut donner l'impression qu'on fait de la publicité pour cette entreprise. D'une certaine manière, on en fait parce qu'on a été convaincu, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'en faire parce que leur carnet de commandes est plein, leur réputation parle pour eux. Vous aviez parlé du voisin chez qui ils avaient travaillé l'année précédente. Et voilà, la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Alors effectivement, je crois qu'ils ne manquent pas de clients parce que leur réputation les sert beaucoup. C'est comme un bon reportage, souvent ça en appelle d'autres. Mais je crois qu'ils ont quand même besoin d'avoir plus de salariés. Souvent, ils ont quand même la difficulté à recruter. Et je pense que si cet enregistrement peut permettre de mieux les faire connaître, notamment de potentiels salariés, collaborateurs, frères, on pourrait dire. Mais je ne sais pas si on peut mettre frères dans une annonce pour un recrutement, mais enfin, c'est un peu comme ça qu'ils le vivent. Eh bien, je crois qu'on leur rendrait service. Et voilà, donc nos éditeurs n'hésitent pas, s'ils veulent en savoir plus sur la société d'Egano. C'est une société qui embauche, qui accueille et qui forme. Dont les locaux se trouvent dans quelle commune ? Alors, ils sont sur la commune de Voie-Vacon, et plus particulièrement à un mot qui s'appelle Braux, B-R-A-U-X. Alors, vous l'avez dit, des entreprises vertueuses, il y en a quelques-unes.
notamment dans le département de la Meuse. Vous en avez d'autres en tête J'en ai plein en tête. Qui vont être rencontrés prochainement. Je crois que Nicolas, vous reviendrez souvent en Meuse parce qu'il y en a plein. Elles sont souvent méconnues. Il y en a beaucoup qui cherchent aussi à recruter du monde. Donc des idées, on en a plein. Et je trouve que c'est rendre service à ces entreprises, mais c'est aussi, et je remercie le Périple d'avoir joué le jeu, de l'occasion de parler de la pensée sociale chrétienne, qui est un bon tamis en fait pour analyser ce que font les entreprises, pas simplement à travers leur réalisation, mais aussi des valeurs qu'il y a derrière ça, le comment ils vivent l'entreprise, comment ils la développent, comment ils donnent du sens à tout ce qui est fait. Donc merci aussi à Nicolas d'avoir pris du temps, mobiliser les moyens de la radio pour nous aider à rendre concret ce témoignage. Ce fut un plaisir. Merci Emmanuel Soufflet, merci Pierre-Yves Gérard. On se retrouvera donc prochainement pour parler d'une autre entreprise vertueuse meusienne. RCF